Dans ce journal, nous irons à Djakbotar, un quartier situé dans l'arrondissement de Godomè où le manque d'eau est criard. À cela s'ajoute l'insécurité et l'insalubrité. Confrontés au chômage et au sous-emploi, bon nombre de jeunes béninois ont trouvé la panacée, l'entrepreneuriat, mais une barrière s'impose à eux, l'individualisme. Et puis, l'information est tombée tout à l'heure même. La Cour pénale internationale ordonne le maintien en détention de l'ancien président Laurent Gbagbo et son ancien ministre Charles Blé Goudé. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. À Djakbotar, un quartier situé entre Kokotomé et Kokokodi à hauteur de Gbodje, dans l'arrondissement de Godomè, le manque d'eau est criard et à cela s'ajoute l'insécurité et l'insalubrité dans ce quartier au quotidien. Les habitants y mènent donc une vie désagréable. C'est Aristide Setti et Denis Marouya qui ont fait le constat des conditions de vie de cette population. Non, il n'y a pas l'eau. Même le courant, il n'y a pas. S'il y a un quartier dans l'arrondissement de Godomè, non loin de Gbodje à Kokokodi, commune d'Abomey-Calavi, où les populations croupissent en permanence sous le poids de l'insécurité, c'est bien Djakbotar, localité à peine électrifiée. Les seuls points éclairés de Djakbotar se résument à ces dispositifs précaires appelés toiles d'araignée. Il y a des gens qui viennent dans ce quartier, les volets. Lorsqu'il y a nuit, les gens viennent nous braquer dans ce quartier. Il y a tout ça là, et ça nous a fait peur. Surtout les jeunes du quartier, il y a beaucoup qui, au lieu de se prendre en charge, cherchent toujours ces moments-là pour dévaliser les gens. Moi-même qui suis ici, j'en ai été victime il y a de cela 3 ans. Et la nuit, quand surtout les conducteurs de ZEM, au retour, ils subissent des plaquages. Véritable repère aux malfrats, l'insécurité n'est pas le seul ennui que vivent les populations de Djakbotar. Elles se doivent de parcourir au moins 2 km pour atteindre le point d'eau potable le plus proche. Sinon, le bas-fond et autres puits insalubres comblent le besoin en eau des moins exigeants. L'eau potable, c'est un problème fondamental. Comme ça se passait à l'intérieur du pays, et on parle de bidons jaunes là, je crois que c'est le même phénomène qui s'observe ici. On n'a pas encore eu de l'eau potable comme cela se doit, donc nous allons chercher ça au bord de la voie. L'un des problèmes que nous rencontrons, c'est le problème de l'eau potable. Et comme si cela ne suffisait pas, Djakbotar végète dans une précarité et une insalubrité chronique des tas d'immondices qui abritent une colonie de mouches et autres vecteurs d'infections et de maladies diverses. Pour le chef quartier de Djakbotar, seul l'incivisme suffit à tout justifier. C'est l'incivisme. C'est l'incivisme parce que je crois qu'il y a des ONG qui promènent au moins, chacun doit quand même faire le contrat avec ces ONG-là, même si les ONG ne sont pas beaucoup, il faudrait qu'ils s'abonnent pour commencer par enlever les ordures ménagères chez eux. Les tas d'ordures dont vous parlez là, c'est des anciennes choses qui sont là et actuellement ils essaient de faire mieux. En attendant les belles promesses de campagne des prochaines joutes électorales, les citoyens de Djakbotar interpellent les autorités communales et centrales à divers niveaux pour l'amélioration de leur cadre de vie. Suite à notre constat sur la présence des ordures au bord de la voie qui passent devant l'hôpital de zone d'Aplaroui, la réaction du directeur de l'hôpital ne s'est pas fait attendre. Sous ses regards vigilants, une niveleuse a dégagé le mardi dernier les immondices en présence des agents d'hygiène de l'hôpital. Jonas Bocci s'était aussitôt rendu sur les lieux pour le constat. Voici son reportage. Ça y est, c'est fait. Les immondices de l'autre côté de la voie bitumée qui passe devant l'hôpital de zone d'Aplaroui sont dégagés. Toutefois, le directeur de l'hôpital, Jean-Madon Doou, déplore la position géographique de cet hôpital qui compromet les efforts d'assainissement de sa devanture. L'hôpital de zone d'Aplaroui se trouve comme dans un versant et du coup,
les eaux de ruissellement transitent par devant l'hôpital, ce qui crée de sérieux désagréments quant au drainage des ordures depuis la ville, depuis le marché. Et nous sommes en perpétuelle lutte contre l'insalubrité. À cela s'ajoute le dépôt des ordures dans les ravins en face de l'hôpital par les usagers du marché et les habitants de la ville d'Azové, à en croire Jean-Madon Dohou. Quant à l'autre versant, les usagers du marché ou de la ville attendent souvent des moments avancés pour venir déverser avec des chariots des tas d'ordures dans la zone. Désormais, avec les nouveaux tests liés à l'environnement, lorsque nous allons mettre encore la main sur quelqu'un qui va se hasarder à déverser des ordures dans nos environnements immédiats, tout le dispositif judiciaire est là maintenant pour nous soutenir quand quelqu'un sera interpellé. Je voudrais implorer la population de ne plus jeter des déchets en face de l'hôpital. Ce n'est pas agréable à voir. Selon Rosaline Arroyo, coordonnatrice départementale de l'hygiène et de l'assainissement de base dans le Koufo, le problème d'insalubrité se pose avec acuité dans toute la commune d'Aplahoui. L'insalubrité au niveau d'Aplahoui, c'est un problème capital. Parce que tout Aplahoui ici, on n'a pas la structure de pré-collecte des ordures ménagères. Et s'ils finissent de produire les déchets, comment ils vont gérer ça? Il y a tout ça là qui nous tracasse. Mais pour l'instant, si on veut être stratégique, il ne faut pas rester seulement à notre côté pour parler lutte contre l'insalubrité. Il va falloir remonter vers les élus locaux pour assainir le milieu en général. Le directeur de l'hôpital de zone d'Aplahoui apprécie à juste titre le reportage de Eden TV qui a énormément contribué à faire dégager les immondices en face de l'hôpital. C'est vrai, nous on a été fiers par rapport à votre passage qui a, disons, accéléré quand on s'est rendu au niveau du maire. Ce matin, il a bien accepté de nous laisser sa niveleuse. Et le chauffeur, ils sont venus nous aider quand même à aller débarrasser l'autre côté de la voie qui avait présenté des aspects très insalubres. Les ordures sont certes enlevées, mais ce grand trou assimilé à un caniveau à ciel ouvert pose toujours des problèmes d'assainissement et même d'insécurité devant l'hôpital de zone d'Aplahoui. Les différentes forces politiques de l'opposition ont animé un meeting dans l'après-midi du mercredi 16 janvier 2019. À l'issue de la rencontre, les partis de l'opposition ont à l'unanimité affirmé leur volonté d'affronter les législatives prochaines avec une liste unique, une décision qui ne laisse pas indifférents les citoyens. Je vous propose donc de suivre quelques-uns. Ce sont ceux qui ont décidé de présenter une liste unique pour les élections. Donc, ils se sont posés un certain nombre de questions. Peut-être cette liste unique pourra leur permettre de se faire beaucoup plus représenter à l'Assemblée nationale. Parce que, vu le nouveau code électoral, il faut avoir 10% au plan national pour se faire représenter. Donc, si ils se disloquent et chaque parti propose sa liste, cela ne maximise pas la chance pour eux de se faire représenter là-bas. Donc, s'ils forgent les énergies ensemble, c'est sûr qu'ils pourront avoir beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. En ce qui concerne l'unique liste que l'opposition veut présenter, si cette unique liste peut permettre à l'opposition d'atteindre ses objectifs, c'est bien. Et j'espère qu'elle s'est inspirée de ce qu'a fait l'autre bord politique, la mouvance qui a présenté 2 blocs. Donc si la liste peut permettre à l'opposition d'atteindre ses objectifs, c'est bien. Bon, je pense que c'est une politique mise en place, je dirais simplement de diviser pour mieux régner. Et d'ailleurs, je pense que ça n'aura pas de résultat. Et juste parce que
affaire d'opposition, ce n'est pas ce que nous croyons, mais c'est d'ailleurs ce que nous voyons. Et il y aura des tendances. On restera tranquille pour voir la suite parce qu'on ne peut rien dire par rapport à ça. Parce que ça ne donnera pas un résultat précis. Cotonou abrite depuis ce 15 janvier et ce jusqu'à demain le Festival international de court-métrage des écoles de cinéma FICMEC. 16 pays pour 18 écoles participent à ce festival. Au nombre de ces États figurent les États-Unis, l'Allemagne, la France, le Liban et plusieurs pays africains. Pour le point focal de l'événement, le président fondateur de l'ISMA, Marcelin Zanou, le FICMEC a entre autres objectif de dynamiser la production audiovisuelle et cinématographique au Bénin afin de pouvoir assurer la relève de demain dans un secteur miné au Bénin par plusieurs mots. De quelles difficultés s'agit-il concrètement? Élément de réponse dans ce reportage de Fréjus Sewa. C'est un peu compliqué. Ça m'a permis de voir que être actrice, c'est bon et c'est du boulot. La toute première fois que je joue un rôle du genre, c'était une très belle expérience pour moi. L'éclosion des films béninois depuis quelques années révèle des talents cachés. Acteurs, ingénieurs, réalisateurs, ils raflent des prix à l'international. FESPACO, Clapivoix, Lusso et bien d'autres festivals sont pénétrés par le génie béninois. Non, c'est une blague. Qu'est-ce que tu racontes? Une blague? Démissionner, Noam. Tu sais très bien comment ça a été difficile pour moi d'avoir ce boulot. Très difficile. Et tu en as souffert aussi. Comment tu peux me demander de démissionner? Malgré la production de films, le cinéma béninois serait inexistant. Nous n'avons pas un cinéma qui existe. Un cinéma béninois, ça veut dire des films qui sortent de façon régulière chaque année, avec un objectif précis, et qui sont positionnés sur des marchés qui existent et qui permettent de rentabiliser et de faire retourner la machine. C'est ça ce qu'on appelle un cinéma, ça n'existe pas. Plusieurs facteurs concourent à cet état de choses. Au premier peloton, le faible engagement de l'État. En France, plus qu'ailleurs, c'est l'État qui finance le cinéma. Si vous voyez un film, vous avez toujours la participation du Centre national de cinématographie. Si vous ne voyez pas France 2, vous allez voir telle chose, vous allez voir des entreprises qui financent le film. C'est comme ça. Il y a de grandes entreprises qui reçoivent elles-mêmes des subventions de l'État, qui financent les films, qui ont intérêt, parce que l'État leur fait des exonérations, et elles ont donc intérêt à financer le cinéma. Ici, ça n'existe pas. La mauvaise gestion de la petite contribution de l'État est aussi indexée. Même si ce n'est pas encore suffisant, nous avons au moins un petit fonds qui est mis à disposition pour la production cinématographique. Mais à ce niveau, malheureusement, je ne le dis pas pour donner des leçons, c'est du gâchis, ça c'est mal exploité. Et bien sûr, là quand on parle du cinéma, on parle du cinéma exportable. On ne parle pas de ce qu'on fait dans les rues, sans aucune norme, sans aucun code. Voilà, c'est de ça que nous parlons. L'État fait des choses qui ne sont même pas exportables dans les festivals. Il y a des fonds dans les ministères où on fait des téléfilms qui passent qu'à la télé. Une fois que c'est diffusé à la télé, ça ne sert à rien, ça ne va nulle part. Ça, c'est pas du cinéma. Mais un travail de fond doit être aussi opéré au niveau des structures de financement privées. Parce que les banquiers ne comprennent pas l'activité. Et on ne peut pas prendre un prêt produit une série ou un long métrage, je dirais une série plutôt, sans avoir ce que nous appelons la période de décalage. On ne peut pas vous faire un prêt et demander que vous commencez par rembourser 1 mois, 2 mois après, alors que la production peut durer 1 an. Par ailleurs, la réorganisation complète du secteur du cinéma s'impose. Si on était organisé, ce serait plus facile. C'est pour ça que nous avons tous ces problèmes. Mais il faut qu'on s'organise. J'ai déjà essayé de motiver certains types de rassemblements. Les rassemblements qui se font dans les grands pays de cinéma sont des rassemblements corporatistes. C'est-à-dire que un cadreur, c'est un cadreur. Un réalisateur, c'est un réalisateur. Un scénariste, c'est un scénariste. Je ne crois pas que quelqu'un puisse se faire passer pour le monteur, le cadreur, le script, le scénariste, le réalisateur et l'acteur. Ça marchera jamais. Distribuer un film, distribuer un programme de télévision, c'est un métier. Et si vous décidez de rentrer
ou de les laisser, donnez-vous les moyens de pouvoir le faire et bien le faire. Parce que c'est la chaîne qui doit pouvoir avoir la primeur de la diffusion. Tout ça, c'est à apprendre. C'est donc à mettre en place pour faire des petites gloires de grandes victoires. En nous disant, chaque année, nous devons tourner un court-métrage, un long-métrage, une série, voilà. Le cinéma, une question de souveraineté, un secteur porteur de devises, promoteur de la culture et du tourisme, c'est possible. Voter un code pour le régir et y investir fera inévitablement atterrir le Bénin dans le cercle des pays détenteurs d'une industrie cinématographique de qualité. Confrontés au chômage et au sous-emploi, bon nombre de jeunes béninois ont trouvé la panacée, l'entrepreneuriat. Mais outre les goulots d'étranglement liés aux sources de financement et à la législation, ils sont confrontés de plus en plus à une barrière, l'individualisme. Causes et conséquences de l'individualisme dans l'entrepreneuriat. C'est un reportage que nous invite à suivre Fréjus Séoulan. L'entrepreneuriat, un style de vie qui se généralise face à la montée du chômage et l'incapacité de l'État à absorber les milliers de diplômés sans emploi. Mais ce modèle, qui devrait permettre l'émergence de talents et de diverses sociétés de taille, est souvent freiné par une conception, l'individualisme. Oui, je crois qu'on doit être l'un des rares pays où il y a le plus de sociétés anonymes, unipersonnelles. C'est un mécanisme qui est conçu pour que des gens se mettent ensemble pour faire des affaires. Mais au Bénin, on est toujours seul, avec à la limite sa femme, ses enfants. Donc on fait semblant d'être à plusieurs, moi y compris. Mais la vérité, c'est qu'on veut être seul parce qu'il n'y a pas la confiance. L'individualisme dans l'entrepreneuriat serait ainsi un modèle béninois justifié par certains facteurs. Edgar Guidigui, chef d'entreprise, serviteur de Dieu, ancien conseiller du président Boniaï, et le sociologue Florent Maroya explique. Vous savez, le Béninois, il y a un peu comme le dirait l'autre, du tchénabisme. C'est-à-dire, on veut porter, on veut être le parrain, on veut être le père, on veut être l'auteur de la gloire. C'est moi. Les cas sont légion, des gens que vous associez veulent vous détruire, veulent vous voler, et au lieu de voir comment vous pouvez ensemble devenir plus fort, ne visent qu'à vous détruire pour prendre votre place. C'est toujours lié au mensonge, c'est toujours lié à cette culture un peu du haut de toi que je m'asseye, à cette culture qui croit que le bonheur est une valeur absolue et que dès que quelqu'un en a pris une certaine partie, une certaine quantité, il réduit la part des autres. Le Béninois considère le Béninois comme un loup, comme le pire ennemi, et donc il se méfie constamment du Béninois. Il préfère encore faire affaire avec des étrangers. On est l'un des rares pays au monde où les gens sont plus à l'aise à faire des affaires stratégiques avec des étrangers qu'avec des Béninois. Partout ailleurs, les gens sont nationalistes et se soutiennent entre eux. Quand tu es étranger, c'est toi qui as des problèmes. Mais au Bénin, c'est exactement le contraire. Quand tu es étranger, tu as toutes tes chances. Quand tu es national, tu n'as aucune chance parce qu'on sait quand nous sommes méchants. Si pour Edgar Guidigui et Florent Maroya, l'individualisme dans l'entrepreneuriat a certes ses avantages, les conséquences dominent. Quand vous êtes seul, vous pouvez faire des choses, mais il y a une limite que vous ne pouvez pas dépasser. C'est pour ça que nous avons beaucoup de petites entreprises au Bénin. Je ne connais pas d'entreprise multinationale au Bénin. Donnez-moi le nom d'une entreprise au Bénin qui est connue dans le monde. Ça n'existe pas. Parce qu'à devoir gérer les choses tout seul, on ne peut faire que les choses petites. Dès que ça va atteindre la taille où il faut être ensemble pour grandir, les gens préfèrent s'arrêter, être petit tout seul, qu'être grand à plusieurs. C'est une question aussi d'éducation de valeurs. Lorsque vous évoluez, vous, seul, parce que vous ne faites pas confiance en l'autre, l'une des conséquences, c'est que le groupe ne réussit plus. Le groupe ne réussissant plus, l'émergence tant souhaitée que nous prenons tous n'a plus forcément cette visibilité qu'on lui aurait souhaité. Vous n'avez plus forcément les moyens d'évoluer, vous êtes peut-être à cause d'idées, à cause de moyens, à cause de ressources en général, vous vous dites je ne fais plus. Et donc du coup, ce que vous entreprenez, très tôt, vous risquez de fermer la porte, vous risquez de fermer la baraque. Or, quand vous êtes en groupe, dès que vous êtes à cause d'idées ou à cause de ressources, l'autre peut suppléer et chacun, en fonction des bases que vous êtes définies, le groupe est toujours maintenu. L'espoir d'un entrepreneuriat en groupe au Bénin n'est pas pour autant perdu. Il faut cultiver le patriotisme et aussi cultiver donc le sens de la solidarité, le sens de l'amitié, le sens de la fraternité. Voilà autant d'idéaux, autant de valeurs qu'aujourd'hui nous perdons beaucoup plus, sur lesquelles il faudra revenir soit à l'école ou soit en famille. Promouvoir dans notre culture, dans notre éducation, le fait qu'être plusieurs, c'est bon. Quand un enfant va à l'école au Bénin, la première chose que sa maman lui dit, c'est Quinclin Mando Béo.
Il a dit pardon, ne te fais pas des amis. Alors l'enfant qui reçoit comme première consigne morale qu'il faut se méfier des autres, comment vous voulez être surpris qu'il ne soit pas capable de s'associer? Il faut réannoncer la bonne nouvelle au Bénin. Il faut apprendre aux gens que Dieu existe, qu'il est vivant, qu'il rémunère ceux qui lui obéissent, mais qu'il châtie toujours, ici et dans l'au-delà, ceux qui lui désobéissent. Le mensonge est un péché. Il faut réapprendre aux Béninois à dire la vérité, à découvrir la splendeur de la vérité et à expérimenter toutes les merveilles qui découlent de la vérité. L'une de ces merveilles, l'union, qui fait la force. Ce proverbe, qui a inspiré la Belgique et qu'il a adopté comme devise nationale, devrait davantage conseiller les entrepreneurs béninois. L'actualité sur le continent à présent, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé restent en prison. La chambre d'appel de la Cour pénale internationale décide du maintien en détention de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien ministre Charles Blé Goudé. Qu'il vous souvienne, la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda demandait le maintien en prison de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, le temps qu'elle reçoive et examine les motivations détaillées des juges concernant l'acquittation. L'Union africaine demande la suspension de la proclamation définitive des résultats en République démocratique du Congo. Les résultats contestés de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo étaient au centre d'une réunion à huis clos à Addis Abeba ce jeudi. Une rencontre à la demande de Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine. Écoutons le président de la Commission de l'Union. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à très bientôt.